Bonjour à tous, Denis Herrero, je suis le directeur opérationnel du campus de la relation client. J'ai réellement le plaisir d'accueillir François Tadei avec nous sur ce webinaire un petit peu exceptionnel. Le format est exceptionnel, le nombre de participants également, il monte progressivement. Et dans tous les cas, pour nous, c'était important également de pouvoir l'accueillir et de pouvoir réfléchir avec lui autour de cette notion de société apprenante, de communauté apprenante et de peut-être sans doute de faire des liens avec le campus de la relation client, cet écosystème que l'on essaye de construire progressivement avec vous. Juste un aparté, quelques éléments sur les campus. Il y a 95 campus qui sont labellisés aujourd'hui, 23 campus qui sont labellisés Excellence. Vous voyez en fait l'enjeu du campus, c'est un écosystème, c'est un réseau. Et c'est pour ça que ça fait résonance beaucoup avec le sujet d'aujourd'hui. Donc beaucoup, je dirais, de liens entre les acteurs du monde économique professionnel, les acteurs de la recherche, les acteurs de la formation. Les enjeux, vous les voyez, on y reviendra sans doute. Pour ce qui est de la région sud, il y a 9 campus. Le nôtre a été labellisé en 2016. Pour ce webinaire, en fait, le principe toujours, c'est réellement, on est là pour je dirais, essayer de s'éveiller à d'autres idées, d'autres pistes, réellement travailler en collaboration, s'ouvrir à d'autres regards, d'autres expertises, et sans doute que François Tadei va nous apporter effectivement ces enjeux-là, répondre à ces enjeux-là. 16e webinaire, 79 inscrits aujourd'hui, majoritairement, Monsieur Tadei, vous avez donc des enseignants du secondaire, vous avez des enseignants de l'enseignement supérieur et également des professionnels. Et puis ensuite, vous voyez, en fait, on a y compris des étudiants et après des corps d'inspection, des chargés de mission, etc. Vous verrez également, et vous avez sans doute vu qu'il y a d'autres webinaires qui sont programmés. Moi, je vous invite réellement à y jeter un œil et à vous inscrire. L'enjeu d'aujourd'hui, alors François t'a dit, on ne le représente pas, mais c'est vrai que très rapidement, vous donnez juste quelques éléments. C'est un chercheur à l'origine en génétique moléculaire, évolutive et médicale. Je fais juste un lien. On avait eu la chance d'avoir un recteur qui s'appelle Ali Saïb, qui était également chercheur dans le domaine de recherche virologie, sans doute peut-être vous le connaissez, et c'est vrai que Oui, oui, très bien. ça a été un bonheur de travailler avec lui. Il est directeur, donc vous êtes directeur de recherche à l'INSERM, vous êtes responsable du département frontières du vivant et de l'apprendre à l'Université Paris 5, cofondateur et directeur du CRI, du Centre de recherche interdisciplinaire, directeur de l'Institut innovant de formation par la recherche. Vous nous parlerez sans doute du programme des aventuriers École de la recherche. Et également, bien entendu, vous avez publié beaucoup de ressources, et notamment celui dont on va parler, qui s'intitule Vers une société apprenante. Les trois mots-clés, moi, finalement, pourquoi on vous a invité, et on vous remercie réellement de votre intervention, votre présence. Ce sont ces trois mots qui me parlent moi particulièrement également, la recherche, l'interdisciplinarité et l'innovation. Alors le sujet que l'on avait souhaité aborder porte sur les transformations brutales, profondes et brutales de nos vies quotidiennes, impose notamment de repenser nos modes de coopération et d'apprentissage. Et l'idée, c'est de s'intéresser finalement à ce que pourraient être les grands principes d'un campus apprenant. Alors, vous avez l'idée, donc, on a construit en fait ce fil conducteur autour de 4 parties, construit à partir donc, des ressources que l'on a mis à votre disposition, mais également des questions qui nous ont été remontées. Monsieur Tadi, peut-être pour démarrer tout simplement, si vous aviez un message essentiel, vous êtes venu sans doute avec des idées et une volonté de faire passer des messages, quels pourraient être ces messages en 2 ou 3 phrases clés par rapport à notre public? Je pense qu'on vient tous de vivre un événement sans précédent, celui du Covid, qui a provoqué plein de défis personnels, professionnels, collectifs et globaux. Et je pense que c'est la première fois qu'on vit une crise globale à cette vitesse et à cette intensité, mais c'est probablement pas la dernière. Et qui a devant nous tout un tas de défis. Et pour l'instant, je pense que, je ne sais pas comment vous, chacun d'entre vous a vécu cette période, mais j'imagine que vous avez dû apprendre un certain nombre de choses, ne serait-ce qu'à utiliser peut-être d'autres outils pour le télétravail ou d'autres manières d'accompagner ses enfants ou d'autres manières de prendre soin de ses proches ou d'autres manières de garder le lien avec les uns et avec les autres. Et si je prends les métiers, tu vois, quelle relation client en période de Covid, je pense que c'est pas exactement les mêmes relations qu'avant, par exemple. Effectivement. Et dans le post-Covid, ce sera probablement pas non plus les mêmes relations. Et donc, je pense qu'on est dans un monde qui change tellement vite qu'on se doit d'apprendre à relever ces défis.
Et personne ne peut prétendre avoir la solution du Covid, par exemple. Tout chercheur en virologie, que moi j'ai été un petit peu, qu'Ali Saïd ou bien d'autres sont plus que moi aujourd'hui, n'a- aucun d'entre eux n'a la solution. Et d'ailleurs, les chercheurs collaborent. J'étais hier avec un jeune médecin qui était aux urgences de l'hôpital Georges Pompidou pendant toute cette période de crise. Et en fait, ils s'en sont sortis parce que ils savaient ce qui s'était passé en Alsace, et ils savaient aussi ce qui s'était passé en Italie et en Chine. Et donc, Oui. cette capacité à apprendre les uns des autres pour faire face aux défis qui sont les nôtres, je pense que c'est toujours plus vrai. Donc, à mon avis, une société apprenante, une société qui apprend d'autres sociétés et où tous ensemble, on apprend à relever des défis dont personne n'a la solution. Très bien, merci beaucoup. Donc, on est là effectivement à repenser finalement pour relever les défis, repenser sans doute le monde éducatif, économique et professionnel. Nous allons en parler. J'aborderai tout simplement la première partie, Monsieur Tadei, une société apprenante. Finalement, effectivement, ces défis dont vous parlez, défis d'apprendre au XXIe siècle, reposent sans doute sur un changement de paradigme pour répondre justement, vous en parliez, aux défis liés à la santé, au climat, il y en a bien d'autres. Vous évoquez dans vos différentes interventions, après les avoir longuement vus et revus, plusieurs leviers. L'outil numérique en est un, parce qu'effectivement, c'est un outil de démultiplication relativement massif. Et vous évoquez souvent de nouvelles postures, la réflexivité comme élément clé de la consolidation des connaissances. Donc, c'est un élément sans doute, nous, qui nous parle en tant que pédagogue. Des organisations plus horizontales, moins hiérarchiques, qui privilégient l'intelligence collective, qui favorisent la créativité. Des modalités de travail effectivement qui privilégient la collaboration, la coopération. Vous parlez même de coopétition. Et notre capacité à oser. C'est pas forcément, je dirais, notre fer de lance, mais c'est vrai que, d'ailleurs, justement, Ali Saïd nous incitait beaucoup à oser. Et donc, pour ce faire, il faut créer des collectifs apprenants. Quelle société apprenante construire ensemble, Monsieur Tadei? Si vous pouvez justement peut-être revenir sur ces éléments clés dont vous parlez souvent dans vos interventions. Je pense que vous l'avez évoqué, on a un système éducatif qui est hyper compétitif, qui est une méritocratie où ceux qui ont réussi pensent qu'ils ont mérité d'avoir réussi, parce que c'est vrai qu'ils ont plutôt plus travaillé qu'un certain nombre d'autres. Et ceux qui n'ont pas réussi considèrent que malheureusement aussi qu'ils méritent de ne pas avoir réussi. Et ça, c'est quand même assez terrifiant. Ce système hyper compétitif. Et je pense qu'on a besoin beaucoup plus d'apprendre à coopérer, parce que le système de compétition est un système qui permet de sélectionner les gens sur leur capacité à connaître les solutions d'hier. Moi, mes enfants ont fait une partie des études que j'ai pu faire avant, et quelque part, quand on regarde les épreuves, elles évoluent très peu, beaucoup moins en tout cas que le monde ou le progrès scientifique. Et donc, il y a une vraie difficulté par rapport à ça, c'est que le but, c'est pas simplement ça ne devrait pas être de sélectionner les enfants, ça devrait être de tous les armer pour leur donner les moyens de trouver ensemble des solutions à des problèmes dont personne n'a la réponse. Et donc, je pense qu'il faut... Il y a plusieurs paradigmes éducatifs, hein, mais on peut prendre trois axes principaux. Le premier axe, c'est est-ce que vous apprenez ce que vous avez choisi d'apprendre ou ce que quelqu'un vous a dit que vous deviez apprendre. Donc ça, c'est une première vraie discussion. C'est le droit de l'apprenant, quelque part, ou les obligations que l'institution impose à l'apprenant, quel que soit son âge, hein. On peut se poser ces questions à tous les âges. Après, la deuxième question, c'est est-ce qu'on apprend en étant en compétition avec les autres ou est-ce qu'on apprend en étant en train de coopérer avec les autres? Et puis la troisième question, c'est est-ce qu'on apprend des solutions finies et bien délimitées, du genre, je sais pas, la liste des chefs-lieux des départements français, Oui. ou est-ce qu'on apprend à gérer des questions ouvertes, du genre la crise climatique ou l'arrivée de l'intelligence artificielle, pour prendre un sujet qu'on n'a pas encore abordé. Ces trois axes, je pense qu'on va toujours plus vers des problèmes dont personne n'a la solution. Parce que ce qui est en train de se produire à l'échelle globale, c'est que l'humanité provoque des problèmes plus vite qu'elle ne les résout. Historiquement, on était plutôt sur une tendance inverse. Pendant longtemps, on avait des problèmes et on a progressivement trouvé des solutions. Et le progrès de la science, de la démocratie, de l'éducation ont tous contribué, par exemple, à améliorer l'espérance de vie de génération en génération.
Aujourd'hui, il y a un rapport OMS-UNICEF qui nous explique que l'espérance de vie de nos enfants, ceux qui naissent en ce moment, ne sera pas forcément aussi bonne que même notre génération. Et ça, c'est assez nouveau. Et c'est parce que le changement climatique va faire des millions de morts, parce que l'érosion de la biodiversité peut provoquer tout un tas de problèmes, que la pollution dans les villes tue déjà et va continuer à le faire si on ne prend pas des mesures, parce que l'obésité, parce que la malbouffe, parce que les Et donc, addictions. cette solution, effectivement, on n'est pas, on peut pas la trouver seule. Effectivement, l'enjeu, c'est de se réunir dans les territoires pour essayer de la trouver ensemble. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il nous faut un système éducatif qui aide les jeunes et les moins jeunes, donc pour moi aussi les professionnels, à relever leurs défis personnels, leurs défis collectifs locaux et leurs défis collectifs globaux. Alors, Et ça s'apprend de relever un défi. Et en fait, moi, l'autre jour, je disais ça, quelqu'un me dit, mais François, est-ce que tu crois que tout le monde sait relever des défis? Donc d'abord, je pense que ça s'apprend, mais je pense qu'on a tous, si on est tous là aujourd'hui, c'est qu'on a relevé au moins le défi de la première, le premier grand défi, c'est celui de la naissance. Vous avez tous appris à respirer, par exemple. Et dans les quelques secondes qui ont suivi votre naissance, autrement vous ne seriez pas là. Et puis plus tard, vous avez relevé le défi d'apprendre à marcher ou d'apprendre à parler. Et donc on a tous relevé des défis. Et ces différents défis, on peut développer de la réflexivité sur notre capacité à relever des défis. Et éventuellement apprendre qu'il y a des défis qui sont plus gros que nous et des fois il faut faire attention ou en tout cas il faut faire équipe pour oui. relever des défis qui sont plus gros que nous en tant qu'individu. Pour relever ces défis, souvent, je vous parlais justement d'empowerment, c'est-à-dire fait notre capacité à oser. On fait face souvent, on a des obstacles finalement qui nous font face, ce sont des obstacles même internes, et puis ensuite on a un système finalement qui ne facilite pas forcément cette capacité ou qui ne reconnaît pas forcément cette capacité. Comment passer outre ou comment en faire des leviers? Déjà, ce qui est assez caractéristique, c'est que le mot empowerment, on l'a pas en français. Déjà, donc ça, c'est en soi, ça dit pas mal de choses de notre culture. Euh, et moi, je pense qu'en fait, il faudrait pouvoir combiner 4 verbes simultanément dans le verbe apprendre, bien sûr, puisqu'on parle d'apprendre, mais le verbe d'inspirer et d'avoir des lieux d'apprentissage inspirants. Le verbe empower, donc disons mettre en capacité de, pour le dire en français, même si c'est un peu plus riche que ça, et le verbe contribuer. Et je pense que ces 4 verbes, il y a trop peu de lieux dans lesquels ces 4 verbes sont conjugués simultanément. Vous m'avez dit que j'étais toujours prêt. C'est évidemment, comme vous le savez, la devise des scouts. Je ne suis pas scout par ailleurs, mais Oui, les scouts ont, il y a plus d'un siècle, inventé un dispositif dans lequel ces 4 verbes se conjuguent simultanément. d'accord. Les apprentissages sont assez réduits parce que c'est apprendre à planter une tente et à faire un feu de camp. Et, enfin, c'est pas si réduit que ça, mais c'est pas aussi universel, disons, comme apprentissage que ceux qu'on peut apprendre à l'école. Mais il y a combien d'écoles qui peuvent se vanter d'être sûrs que ces 4 verbes sont au cœur de ce que vivent les élèves? D'accord. Alors, si vous nous le permettez, on va rentrer directement dans la partie 2 pour justement essayer de les passer en revue les 4 sur ce monde éducatif apprenant, justement, dans le rapport que vous avez coécrit vers une société apprenante. Vous dites justement, s'agissant de l'éducation, il conviendrait de passer d'une administration centralisée qui conçoit et diffuse des instructions vers des rectorats qui eux-mêmes dirigent leur mise en œuvre et vers des enseignants qui les appliquent en jouant seulement de l'espace clos de la classe pour s'inventer des marges de manœuvre, à un monde d'organisation où chacun pourrait bénéficier de ressources lui permettant de construire et partager ses connaissances pour améliorer leurs pratiques professionnelles. Il s'agit donc bien ici d'une formation continue in situ au sein des équipes, lieu d'accompagnement des enseignants par la mise en place d'une culture commune et des pratiques collectives. C'est un élément, effectivement, c'est un renversement total, puisque même si aujourd'hui on vit de plus en plus, enfin, finalement le ministère ou l'État attendent beaucoup finalement du terrain, on reste encore dans des schémas effectivement établis, très descendants. Comment vous pourriez finalement, quels pourraient être les leviers pour faire en sorte justement de tendre vers cette préconisation dont vous parlez dans votre rapport?
Bon, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre de pays qui mettent en œuvre ce qui est écrit dans ce rapport. Hein. J'ai pas inventé. Ça peut paraître assez nouveau par rapport à ce qu'on vit en France. Ça l'est pas tant que ça quand on fait des comparaisons internationales. Et typiquement, les pays qui mettent en œuvre ce genre de choses ont mis en place un certain nombre de modalités sur lesquelles on pourra revenir peut-être. Et c'est d'abord pour dire que c'est faisable. Euh, D'accord. et que c'est d'abord et avant tout peut-être un problème de culture et de volonté à tous les étages. Moi, je me souviens quand j'écrivais ce rapport, j'ai rencontré des centaines de personnes. Parce que, en plus, j'ai écrit 2 rapports d'affilée pour les 2 gouvernements successifs. Ce qui était intéressant de voir d'ailleurs qu'il y avait une forme de continuité quand même Oui, sur, oui. sur les intérêts. C'est que, en fait, le système, ce qu'on voit quand on fait ces comparaisons internationales, c'est qu'ils avaient des systèmes assez proches du nôtre en plus avant. Qui était donc assez fondamentalement, pour des raisons historiques, la manière la plus simple d'avoir quelque chose qui fonctionne, c'était d'avoir un système centralisé dans lequel on imposait la même chose à tout le monde. Et depuis le 19e siècle, un certain nombre de pays avaient défini ce processus qui était lui-même inspiré de la société de son temps, c'est-à-dire une société industrielle et quand même très hiérarchique. Et donc on a un système qui historiquement est hiérarchisé. Euh, et donc les pays qui se sont modernisés sont des pays qui ont dit mais en fait il y a aujourd'hui d'autres manières de faire circuler l'information que de faire tout remonter jusqu'en haut et puis tout redescendre et d'avoir tous les goulots d'étranglement Mhm. et ils sont inspirés du vivant. Donc moi qui suis biologiste ça m'arrange parce que j'ai plus d'intuition sur les systèmes vivants et on voit bien que un virus c'est décentralisé et que la meilleure manière de lutter contre un virus c'est pas centralisé justement. Il Mhm. va falloir apprendre de ce qui s'est passé dans d'autres coins de France ou dans d'autres coins de la planète Oui. pour faire face Et- rapidement. Est-ce que je pourrais vous faire part de quelques, justement, puisque j'ai nourri en fait la construction de ce webinaire à partir également donc des questions qui m'ont été posées. Alors, plusieurs enseignants mettent en évidence le problème de temps. Problème de temps, ils n'ont effectivement pas forcément le temps pour cette réflexivité, cette prise de distance, individuellement et encore plus collectivement. C'est déjà un premier point, je pense sur lequel on pourra revenir. Plusieurs également mettent en avance le risque finalement dans ces partages, le risque de perdre. Alors je sais que vous allez sans doute, je sais par avance ce que vous allez me dire, mais certains effectivement craignent de perdre plus qu'ils ne pourraient en gagner dans ce partage. Donc ça, c'est sans doute quelque chose sur lequel vous allez revenir. Et puis encore, sur quel levier finalement on pourrait travailler pour engager tout le monde, parce que je pense que la majorité de participants sont prêts à s'engager, ils le sont déjà, ils le font déjà, mais ils se heurtent finalement à un certain, ils retrouvent pas forcément la même dynamique autour d'eux, y compris parfois peut-être au niveau des personnels de direction. Donc, vous voyez ces 3 éléments peut-être, si vous pourriez nous apporter votre regard ou vos conseils. Oui, donc en fait, le, moi je viens de l'INSERM, donc de la recherche biomédicale, donc j'ai des réflexes où j'ai tendance à regarder ce qui s'est fait dans le monde de la santé, par exemple. Oui. Dans le monde de la santé, il y a eu d'abord l'Institut Pasteur, le Collège de France, les universités progressivement ont fait de la recherche, et puis il y a eu l'INSERM, les centres hospitalo-universitaires dans les années 60 qui ont été créés, et aujourd'hui, si on sait faire face au Covid, c'est autant qu'on peut, c'est en allant super vite et en partageant de la science. Et donc en fait, ce qui est étonnant, c'est que les médecins ont déjà des études très longues, mais ils ont aussi beaucoup de formation continue. Ils ont déjà beaucoup de connaissances, mais ils font en permanence de la recherche. Et en fait, ils se donnent les moyens de cette formation continue et de cette recherche. Et en fait, n'importe quel domaine industriel fait la même chose. Dans les transports, si on ne faisait pas de recherche, on serait encore à la charrette à bœufs. Et ainsi de suite. Et donc, dans la plupart des ministères, la plupart des services publics sont adossés à de la recherche. Même les militaires, évidemment, font de la recherche pour progresser et Finalement, ils forment on s'en leur, donne pas les moyens. C'est ce que vous dites en fait, c'est qu'on s'en donne, on a une formation continue, on a même beaucoup de stages dans le cadre, par exemple, des plans académiques de formation, mais souvent, beaucoup d'enseignants finalement critiquent le contenu parce qu'il ne répond pas à leurs besoins. Mais ce sont pas, surtout pas des temps, même y compris dans l'établissement, des temps qui sont pris pour prendre de la distance justement et pour faire réellement de la formation continue.
Mais donc, si on regarde, typiquement, maintenant la loi a un peu changé là-dessus, mais typiquement, on dépense de l'ordre d'1% du budget des entreprises en formation continue. Et une entreprise qui fait moins de 1% de R&D, elle ne peut pas innover. Et donc, on voit bien que si on est dans un monde qui change, on a besoin de former ses personnels, on a besoin de faire de la recherche, et on a besoin aussi de partir des besoins du terrain. Donc, cette recherche, elle ne doit pas être pensée dans une tour d'ivoire. C'est une recherche qui doit impliquer les acteurs de terrain et leur donner du temps et des moyens. Et donc, il y a des recherches qu'on appelle participatives, où les médecins, ils ne sont pas tous chercheurs à l'INSERM, mais ils contribuent tous à la recherche sur le Covid, ou en tout cas, beaucoup d'entre eux sont en train de le faire aujourd'hui, juste sur cet exemple-là, mais sur beaucoup, beaucoup de domaines. Et donc, je pense qu'on peut faire des recherches participatives et on peut se former en fonction de ce dont on a besoin. C'est pour ça que je prenais l'exemple, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce que vous apprenez? Qu'est-ce que vos élèves apprennent? C'est ce que vous leur avez dit ou c'est ce qu'ils ont choisi? Et vous, qu'est-ce que vous apprenez? Est-ce que c'est ce qu'on vous a dit d'apprendre ou c'est ce que vous avez choisi d'apprendre? C'est un élément essentiel, ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire qu'effectivement, on sent effectivement beaucoup du rectorat ou des rectorats la volonté d'essayer de puiser des besoins, de faire émerger des besoins du terrain. On se rend compte souvent de la difficulté des enseignants à expliciter ces besoins, réellement. Oui, mais donc je pense qu'il faut peut-être que la première formation, c'est la formation pour définir ses besoins. Oui. Et de même que le premier apprentissage, c'est d'apprendre à apprendre. Parce que c'est des apprentissages qui seront pérennes et qui sont méta et qui nous permettront d'apprendre et de se former autant qu'on en aura besoin par la suite. Mais quand on prend la crise du Covid, tout le monde a dû apprendre à faire face. Mais est-ce qu'ils ont appris seuls ou est-ce qu'ils ont pu bénéficier d'un collectif? Oui, oui. Ils n'ont pas pu bénéficier d'une formation dans le plan académique de formation. Parce qu'on n'a pas, quand on a créé le plan académique de formation, dit il y a une pandémie qui arrive, voici comment vous allez vous former. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre d'événements, mais c'était pareil après Charlie, il y a un certain nombre d'événements qui nous tombent dessus, littéralement, et pour lesquels il va falloir trouver des solutions quasiment en temps réel. Et ça, il y a des gens qui ont un peu plus de réactivité que d'autres, et puis il y a des gens qui le jouent plus collectif que d'autres, et ce que montre, à la fois on peut le modéliser et on peut l'observer dans énormément d'endroits, c'est que des collectifs qui s'auto-organisent pour résoudre des problèmes dont personne n'a la solution seul ont plus de chances d'avancer, à faire des choses qui les aideront à relever leurs défis. Si vous prenez on y comment les reviendra. services de réanimation se sont réorganisés Oui. pour faire face à l'épidémie, vous avez eu des chefs de service qui sont devenus brancardiers. Oui, parce que leur service a été fermé momentanément et ils se sont sentis plus utiles comme ça. Donc, on peut effectivement percevoir, ou du moins, malgré la situation et la gravité de la situation, on peut on considérait que c'était réellement peut-être pour nous une réelle opportunité sur laquelle finalement on doit se pencher avec sans doute avec un grand intérêt. Sur le fait que certains disent mais qu'est-ce que j'ai à apprendre, qu'est-ce que je vais, est-ce que ça présente pas plus de risques finalement de collaborer parce que finalement des enseignants même parlent de propriété intellectuelle, etc. Mais on est bien d'accord qu'on gagne beaucoup plus à partager qu'à garder pour soi. Déjà, je voudrais savoir combien d'enseignants vivent de leur propriété intellectuelle. Oui, mais c'est pour ça que je ce vais utiliser. réflexe existe dans le monde de l'entreprise, je peux ouais. éventuellement l'entendre. Ouais. Mais dans le domaine de l'éducation, qui vit de sa propriété intellectuelle? Mais je l'utilise à dessein, monsieur, réellement, parce que c'est vrai que, encore une fois, je remercie l'enseignant qui en a parlé, parce que c'est effectivement, on l'entend, et ça questionne, effectivement. Ouais, moi, si je mets les pieds dans le plat, je pense que ce qui est compliqué, c'est dans le partage, c'est qu'on donne à voir ce qu'on fait et qu'on a peur de la critique. D'accord? Ce qui est pas exactement le même problème que la propriété intellectuelle. Mais effectivement, une entreprise qui montre pas son code, par exemple, eh bien, elle peut pas être critiquée sur le fait que son code il est pas beau. Ou qu'il n'est pas éthique, ou etc. Donc, quelque part, pour vivre caché, c'est une manière de ne pas être critiqué. Et c'est vrai que dans un pays où la critique est un art relativement bien développé, mais la critique constructive n'est pas suffisamment. Et la confiance non plus. Et donc, je pense que ce dont on a besoin fondamentalement, et il y a une loi que vous connaissez qui porte ce joli nom, mais qui a, à mon avis, failli dans l'implémentation. Comme souvent en France, on énonce de beaux principes
et on a du mal à mettre en œuvre. Et donc, liberté, égalité, fraternité, par exemple, c'est des très beaux principes, mais on a une des écoles les plus inégales au monde, en tout cas du monde développé. Oui, effectivement. Et donc, l'école de la confiance, c'est un beau slogan, mais malheureusement, est-ce que le niveau de confiance des élèves dans l'école, des profs dans leur hiérarchie et du ministère dans ce qui se passe sur le terrain, on n'est pas numéro un au monde. Et on a, moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a une marge de progression. Donc c'est bien, hein. Mais même, il y a un livre qui s'appelle La société de défiance qui décrit que, en fait, les Français, et c'était au début des années 2000, donc avant toutes les crises qu'on est en train de vivre. Mais avant même le début des années 2000, quand on mesurait le niveau de confiance des Français en eux-mêmes, dans les autres, et dans leur hiérarchie et dans leurs décideurs politiques ou d'entreprise, on était les derniers de l'OCDE. On était au niveau des Turcs et des Russes. Oui. Donc c'est juste pas possible. Et donc malheureusement, il ne suffit pas d'une loi pour que ça change. D'accord ? Bon. Et donc la confiance, ça s'élabore en construisant. Et typiquement, je pense que l'esprit critique et je sais qu'il y a un devoir de réserve à l'éducation nationale. Moi, j'ai beaucoup de mal avec le devoir de réserve à l'éducation nationale. Pourquoi est-ce qu'il y a un devoir de réserve ? Il n'y en a pas à l'université, par exemple. Est-ce que l'université fonctionne moins bien ? Ben non, au contraire, ça aide. Chez Air France, par exemple, ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de raconter tous les incidents qui se produisaient s'ils voulaient éviter les accidents. Et donc, on a besoin, au contraire, d'un devoir de décrire les difficultés qu'on a et les dysfonctionnements qui peuvent exister pour mieux les identifier, mieux chercher des solutions individuelles et collectives, locales et éventuellement nationales ou internationales. Alors, on abordera sans doute dans la quatrième partie, justement, le fait, moi je crois beaucoup finalement dans ces territoires, dans cette ouverture du monde de l'éducation à l'ensemble des acteurs du territoire. Bien entendu, les acteurs du monde économique et professionnel, mais au-delà. Donc, il y a également cet enjeu d'ouverture, parce qu'automatiquement, on se voit différemment et les autres nous voient différemment. Mais on y reviendra, si vous me le permettez. Je vais passer donc directement, je respecte mon temps, sur la troisième partie, comme ça laissera du temps un petit peu pour les participants pour faire remonter leurs questions. Sur la troisième partie, c'est justement la problématique, on est bien d'accord, elle n'est pas réservée uniquement au monde éducatif. Les défis sont grands et même plus grands encore, on le voit actuellement effectivement pour le monde économique et professionnel. Alors, il y a une étude justement sur laquelle moi je me suis beaucoup nourri, l'étude de France Stratégie, c'est promouvoir les organisations de travail apprenantes, enjeux et défis pour la France, d'avril, donc c'est très récent, tend à confirmer que l'organisation apprenante conduit à une meilleure qualité de travail, au développement des compétences, à la diffusion des innovations. Ça fait résonance d'ailleurs avec ce que vous disiez juste à l'instant, mais en clair, il y précise, inscrire la promotion de ce modèle à l'agenda des réformes en France comme en Europe sera un moyen de répondre aux défis d'une ampleur inégalée qui s'annonce à l'horizon 2030. Cela permettrait tout d'abord de développer chez les salariés la capacité d'apprentissage et le niveau d'autonomie au travail, l'esprit critique et l'aptitude à résoudre des problèmes complexes, autant de compétences cognitives, organisationnelles et sociales les plus demandées sur le marché du travail. On parle souvent de soft skills, c'est le mot à la mode, mais c'est vrai que c'est beaucoup de ces éléments-là qui relèvent finalement des demandes, des besoins des entreprises. Et je termine de manière plus générale, les innovations organisationnelles et managériales inspirées du modèle apprenant gagneraient à être appréhendées comme des leviers stratégiques en faveur du progrès économique, technologique et social. Alors, il y a parmi nous plusieurs professionnels. Quel serait le message que vous pourriez faire passer justement pour finalement traduire ce dont vous parliez au niveau du monde éducatif, au niveau des entreprises tout simplement? C'est les mêmes principes, hein. Moi, il y a un livre que j'aime bien, qui a été traduit en français d'ailleurs, sous le nom d'Organisation réinventée de Frédéric Laloux, dans lequel en fait il décrit des organisations qui ont les caractéristiques que vous décrivez, mais il dit qu'il y a trois choses qui les aident. Lui aussi, il est très bien inspiré, donc moi, à nouveau, ça me parle, mais c'est pas pour rien, parce que le vivant, c'est des milliards d'années d'évolution et de capacité à relever des défis. Mais la première chose, c'est qu'il faut avoir une vision commune. Il faut s'être mis d'accord sur quelles sont les valeurs et la vision, pourquoi est-ce qu'on est là, grosso modo. Et on peut avoir cette réflexion au sein de l'école ou dans toute organisation. Et
ça prend un peu de temps, mais je pense que ça facilite tellement la vie après, et au moins on sait pourquoi on est là, on retrouve du sens. Ça permet d'aller vers cette notion même d'ikigai que vous connaissez peut-être, hein, cette Oui. idée de trouver à l'intersection de ce qu'on aime faire, de ce qu'on sait faire, de ce pourquoi on peut être payé, ou en tout cas trouver des ressources suivant son âge et ses ambitions, et de ce dont le monde a besoin. Donc l'intersection de ces 4 cercles, ça se travaille. Mais c'est quoi l'ikigai d'un individu? C'est quoi l'ikigai d'une organisation? C'est quoi l'ikigai de l'école? C'est quoi l'ikigai d'une entreprise? C'est quoi l'ikigai d'une société? C'est quoi l'ikigai de l'espèce humaine? On pourrait tous se poser des questions un peu à toutes les échelles. Moi, je sais que j'ai posé cette question dans un des MOOC qu'on avait fait sur l'idée de planète apprenante. Et quand on a fait ça, on a eu un résultat qui était assez intéressant, qui était que Ouais, merci à Christiane pour sa remarque. N'hésitez pas à commenter en Oui, ligne. oui, Christiane oui, vient de le faire, effectivement. c'est utile. Et donc, je pense que quand j'avais demandé aux gens, c'est quoi votre ikigai? Et puis ensuite, j'ai demandé, et dans l'organisation dans laquelle vous êtes ou dans laquelle vous aimeriez être, c'est quoi l'ikigai de cette organisation? Qu'est-ce que ça devrait être pour vous? Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un certain nombre d'enseignants ou de formateurs dans ce MOOC, et beaucoup d'entre eux ont répondu que pour eux, leur ikigai, l'ikigai de l'institution dans laquelle ils étaient, c'était d'aider les élèves à trouver leur ikigai. Et je trouve que c'est là aussi ma réponse spontanée, en fait. Donc, je pense que c'est assez intéressant. Donc, c'est des lieux dans lesquels on doit pouvoir trouver du sens dans ce qu'on fait. Donc, et ça vient d'une vision et de valeurs partagées, et il faut prendre le temps d'en discuter. Après, une fois qu'on a fait ça, on peut laisser beaucoup d'autonomie aux acteurs. Parce que puisqu'on partage les mêmes valeurs et qu'on leur fait confiance, c'est eux qui sont les mieux placés pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et puis la troisième chose que dit Lalou, que je trouve hyper riche, et moi je l'ai de facto fait au CRI de manière un peu intuitive au début et de manière peut-être plus systématique grâce à lui, c'est d'essayer d'inviter les gens à ne pas être des fiches de poste, mais à être des êtres humains. Et alors, ça a été montré par exemple dans les grands hôpitaux de Californie. Si on est un être humain qui soigne et pas juste un médecin ou une infirmière, eh bien en fait on va mieux et on soigne mieux. Et on trouve plus de sens dans son travail. Et donc si on n'est pas juste une fiche de poste, si on est un être humain, eh bien, on peut être plus réactif à la détresse que l'on voit chez les autres. On peut être plus capable de saisir une opportunité qui n'est pas dans sa fiche de poste, mais qui correspond à quelque chose qui fait du sens par rapport à ses valeurs et par rapport à celles qu'on a définies collectivement. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Il y a plein d'enseignants qui le font, de facto, évidemment. Mais disons que l'organisation est par défaut à vous ramener à votre fiche de poste, du genre de quoi tu te mêles. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Ce sont des éléments, effectivement, je les ai notés, j'imagine que les participants également, on y reviendra sans doute, mais moi ça me parle particulièrement parce que finalement dans l'écosystème que l'on essaye de créer modestement, mais avec force et conviction, c'est exactement ça, on pense faire une charte, du moins co-rédiger une charte qui partage en fait les mêmes valeurs autour justement de valeurs humaines en priorité, et c'est ce dont vous parlez effectivement fait résonance beaucoup avec nos travaux, ou du moins ce que l'on est en train de mener. Beaucoup d'autonomie aux acteurs, c'est pas forcément facile quand on écoute effectivement les enseignants, et ils se sentent parfois effectivement, ils perdent finalement, ou ils se repositionnent. C'est ce repositionnement-là qui est parfois compliqué pour un enseignant. Mais on trouve quand même de belles évolutions à ce niveau-là. Alors on verra, je vois que certains ne connaissent pas l'ikigai, bon, on mettra tous ces termes, j'ai préparé une diapositive avec l'ensemble des ressources et on rajoutera ces éléments-là. Si je peux me permettre, je regarde l'heure également, je poursuis en fait sur la même note de France Stratégie qui évoquait effectivement les risques pour la France, et d'ailleurs vous en parliez, le fait que finalement par rapport aux autres pays, on n'a peut-être pas le système qui nous permettra de relever ces défis, ils évoquent surtout le fait que contrairement aux autres pays, la France accorde une valeur économique et sociale supérieure au diplôme de la filière de la filière académique, qui sont eux plutôt voués à l'acquisition d'un savoir théorique et scientifique, qu'à ceux de la filière professionnelle, contrairement justement aux pays scandinaves et d'Europe de l'Est et d'Europe du Nord, où bien sûr
ils évoquent également que le système de formation continue dont vous parliez justement, c'est construit sur le modèle scolaire et académique, en valorisant davantage les cours et les stages fondés sur un savoir théorique et formel que les actions de formation sur le lieu de travail. Alors, bien entendu, il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de transformations. On assiste par exemple à une réelle transformation de la voie professionnelle, du moins dans les enjeux ou dans les textes. On note également, il y a la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui change fondamentalement beaucoup de choses, mais finalement, certains modèles perdurent. Je note, moi, un académisme qui est relativement prégnant, peu d'interdisciplinarité. Alors, c'est pour ça que je voulais évoquer avec vous cette notion-là, peu d'interdisciplinarité, donc peu de pratiques collaboratives, ou du moins des pratiques qui ne sont pas généralisées. Est-ce que vous pouvez nous parler justement peut-être de ce que vous faites au CRI et peut-être également de ce que vous faites au Saventurier? Donc, nous, en fait, le CRI est né autour d'une poignée de gens qui voulaient apprendre autrement ou faciliter les apprentissages des étudiants qui voulaient apprendre autrement. Donc, ce qui est intéressant dans la manière dont ça s'est produit, c'est qu'en moyenne, chaque étudiant y a trouvé suffisamment de choses pour qu'il en parle à ses amis et qu'éventuellement certains de ses amis nous rejoignent. Donc, on a connu une croissance exponentielle depuis une quinzaine d'années en étant toujours à l'écoute. Et en créant un lieu où on peut faire des choses qu'on ne peut pas facilement faire ailleurs. Et donc, c'était assez facile de nous différencier. Et par exemple, la notion d'ikigai, qui veut dire le sens de la vie un peu en japonais, eh bien, il y a des étudiants qui m'ont dit que, enfin, moi j'en avais parlé un peu vite, et puis il y a des étudiants qui m'ont dit mais c'est intéressant, on aimerait créer un club, un lab qui discute de ces sujets, et en fait ils se sont réorganisés et ils discutent une fois par semaine de ces sujets, d'abord face à face, et puis maintenant ils le continuent en ligne, et puis il y a progressivement même des entreprises qui sont venues les voir, qui s'intéressaient à ce sujet. Et en fait, c'est assez typique de ce qui se passe au CRI, c'est qu'il y a des choses qui émergent parce qu'il y a des questionnements partagés, il y a l'envie d'essayer de relever un défi commun. Et on s'appuie sur la créativité et le questionnement de chacun, sur une critique constructive, une capacité à coopérer, et puis on essaye de le faire de manière bienveillante, de faire en sorte que les gens soient suffisamment à l'aise pour accepter justement cette critique constructive et bienveillante. Et puis, on essaye quand on n'est pas d'accord, on se dit, y a-t-il des approches scientifiques qui pourraient nous aider à avancer? Et donc, on est fondamentalement des chercheurs et progressivement, moi, j'ai lu un certain nombre de choses faites à travers le monde et en particulier, j'avais été marqué par le travail d'Alexandre Gopnik qui a montré qu'on est tous nés chercheurs. Et entre-temps, j'avais vu des publications scientifiques qui avaient été écrites par des enfants de 8 ans. Donc, j'avais été très marqué par ça. Et on avait commencé un projet qui est né dans la classe d'Anjonsour et qu'elle dirige aujourd'hui, qui s'appelle les Saventuriers. Et donc, c'est l'idée qu'en fait, on peut partir du questionnement des élèves en classe, à partir de la maternelle, et on le fait en lycée pro, dans tous les environnements. Et à partir de ce questionnement des élèves, on peut essayer d'identifier des ressources et idéalement même des mentors scientifiques qui peuvent contribuer à accompagner les projets des jeunes. Et donc, ce qu'on avait commencé à faire pour les étudiants au niveau universitaire, eh bien, progressivement, on l'a fait pour des plus jeunes. Et en fait, ça marche vraiment très bien. Et ça marche dans plein de domaines très différents. Et donc, on a les Saventuriers dans des domaines comme l'astrophysique, on en a dans le domaine du droit, on en a dans le domaine des sciences humaines, on en a dans des domaines je sais pas, de l'IT ou des technologies. Je pense qu'en fait, ce principe, et c'est hyper valorisant pour les jeunes, en fait, la quantité de savoir a cru exponentiellement depuis 3 siècles. Il y a 1 million de fois plus de publications scientifiques qu'au XVIIIe siècle. Mais ce qui est assez fou, c'est qu'en très peu de questions, on arrive à des points sur lesquels personne n'a la réponse. On s'est rendu compte moi je m'en suis rendu compte avec mes propres enfants, qui me posaient des questions sur mes propres sujets de recherche et bien souvent, je n'avais pas la réponse. Et donc, en fait, depuis Socrate au moins, on sait que personne ne sait tout. Et donc, puisque personne ne sait tout, et qu'en fait on est d'autant plus sage que l'on sait qu'on ne sait pas, en fait ce qui compte c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas.
Et c'est savoir, ça peut se mesurer, mais comment est-ce qu'on fait quand on ne sait pas? Et ça s'apprend. Et comme on est dans un monde où en fait on sait toujours moins faire face aux défis, ben, il faut apprendre à relever le défi de l'inconnu. C'est Et le... ça passe par le questionnement, la coopération, Ouais. éventuellement s'appuyer sur évidemment ce que d'autres ont fait avant soi, mais plus dans une perspective de l'apprendre au moment où on en a besoin que de devoir apprendre tout ce qu'il faudrait savoir pour avoir un jour le droit de poser une question. Finalement, c'est la posture que l'on retrouve quand on travaille avec des chercheurs comme vous, avec des scientifiques. Je me rappelle travailler, par exemple, ou côtoyer Hervé Tisse. Enfin, dès l'instant, et on y reviendra sans doute, c'est l'enjeu finalement de développer des formations en recherche terrain, de travailler réellement avec des chercheurs et d'être dans cette dynamique finalement de questionnement ensemble. Je voudrais passer, en regardant l'heure, la quatrième partie, parce que l'idée, c'est aussi quand même de voir, justement, de tendre vers cet écosystème qui pourrait être le campus, mais j'imagine que bien d'autres ont d'autres idées. Mais dans l'étude, justement, dans cette même étude, donc, et on reviendra aussi sur ce que vous avez écrit dans la société apprenante, dans l'étude donc de France Stratégie, il était marqué justement donc que la France gagnerait à mettre en place des actions concrètes pouvant se décliner au niveau régional, comme par exemple la mise en réseau d'acteurs pour favoriser le savoir-faire organisationnel, des plateformes de connaissances digitalisées, des lancements de projets de recherche sur les innovations organisationnelles, etc. Un tel programme aurait aussi pour objectif de favoriser la création de réseaux de coopération en innovation organisationnelle au sein d'écosystèmes régionaux, entre les réseaux d'entreprises, les universités, les établissements d'enseignement post-secondaire, les instituts de recherche, les syndicats, etc. C'est peu ou prou finalement ce que l'on est en train d'essayer de construire à l'échelle d'un campus. Vous écrivez vous-même dans la société apprenante, vers une société apprenante. J'avais noté, moi, quelques éléments. Encourager l'engagement d'équipes dans des expérimentations et leur mise en réseau, aménager des tiers-lieux physiques, déployer des tiers-lieux numériques, promouvoir un carnet d'apprenants tout au long de la vie, constituer sur la base du volontariat des communautés éducatives élargies en alliance territoriale. J'adore le terme alliance territoriale, et créer une alliance de la recherche de la société apprenante visant à fédérer et mettre en cohérence les analyses et les contributions des administrateurs, opérateurs, chercheurs, etc. Oui, donc comme je disais, finalement, le campus que l'on essaye de faire émerger, notamment autour de valeurs humaines, c'est peu ou prou cet élément-là. Quelle serait finalement, enfin, je ne sais pas quelle vision vous avez déjà de ces campus. Est-ce que c'est pour vous, ça peut être une des solutions finalement, de construire à l'échelle d'une région ou d'un territoire cet écosystème réellement. Et là, on est indifféremment public-privé au service du développement économique du territoire et du développement personnel et professionnel des apprenants. Oui, tout à fait. Je pense que je ne vais pas revenir sur ce que vous avez bien dit en intro sur ces thèmes. Je suis complètement d'accord. Évidemment avec ce que je disais à l'époque, mais aussi avec ce qui vient des autres écrits que vous nous avez Oui. résumés. Ce que je me dis, c'est que moi, une des choses sur lesquelles, à mon avis, il y a quelque chose à inventer. C'est-à-dire que les métiers sont en train d'évoluer très vite, sous plein de pressions différentes. Il y a la pression de la technologie, de l'intelligence artificielle et de la robotique d'un côté. Il y a la pression du changement climatique et du besoin de décarboner tout un tas de choses, dont des métiers et des attitudes et des comportements. Il y a le Covid et il y a bien d'autres défis de ce genre avec la compétition internationale, etc. Donc quel que soit le métier, on a besoin de le réinventer en permanence. Et la question de savoir à quoi ressembleront les métiers de demain, en fait, bien malin celui qui sait. Mais a priori, ce ne seront pas forcément ceux d'hier. Ça ne veut pas dire que certaines des compétences d'hier ne seront peut-être pas encore plus nécessaires, du genre l'empathie, la coopération, toutes les compétences que vous avez évoquées. À mon avis, certaines de ces compétences, Socrate aurait pu les énoncer, et il en a énoncé sur le questionnement, par exemple. Mais je pense qu'on en a encore plus besoin. Mais à mon avis, les campus comme ceux que vous bâtissez devraient être des labos des métiers de demain. Et l'idée, c'est de dire, voilà, ces métiers, on ne les connaît pas, mais on a besoin de les inventer. Et il y a probablement des gens qui ont des débuts de pistes.
par rapport à ça, qui sont un peu en avance de phase ou qui sont allés voir dans d'autres métiers pour s'inspirer de nouvelles pratiques qui pourraient peut-être nous aider à réinventer les nôtres, etc. Et donc, plus on a des lieux ouverts dans lesquels des jeunes qui sont par défaut dans l'exploration parce qu'ils ne savent pas, et puis ceux qui savent mais qui se rendent compte que ce qu'ils savent ne suffit pas forcément, peuvent être des lieux de facto d'exploration. Je reviens sur ce mot d'exploration parce que je pense qu'il faut le différencier du mot exploitation. Et donc dans le vivant ou dans beaucoup de systèmes humains ou physiques et biologiques, il y a une différence entre est-ce qu'on veut explorer ou exploiter. Je prends l'exemple d'un oiseau. Est-ce que l'oiseau se pose dans le premier arbre qu'il a trouvé ou est-ce qu'il explore toute la forêt avant de construire son nid? Et en fait, vous pouvez vous poser la même question par rapport à votre métier ou par rapport à un savoir. Est-ce que vous exploitez le savoir que vous avez ou est-ce que vous allez explorer des savoirs que vous ne connaissez pas encore mais qui pourraient peut-être vous servir? Est-ce que vous exploitez le métier qu'on vous a appris ou est-ce que vous explorez d'autres manières de pratiquer ce métier, voire d'autres métiers Et donc, je pense que la plus sûre manière d'avoir un métier demain, c'est encore d'être capable d'inventer son métier. Et donc, c'est d'être capable d'explorer d'autres manières ou d'autres métiers. Et ça, cette capacité à l'exploration, ça prend un peu de temps parce qu'évidemment, quand on explore, on peut tâtonner, il peut faire noir, il peut y avoir des trous, on peut tomber. Et ce qui compte, c'est pas d'éviter de tomber, c'est d'être capable de se relever. Et d'apprendre à éviter les trous autant que possible, mais aussi d'apprendre à se relever et individuellement et collectivement. En fait, nous, on utilise beaucoup, en fait, c'est le ministère qui utilise beaucoup le terme d'apprendre à apprendre. On est bien dans cette thématique-là, effectivement, de pouvoir évoluer en fonction des évolutions elles-mêmes et donc d'apprendre finalement aux élèves à apprendre tout au long de leur vie. C'est bien ça. Oui, et je vois que parmi les commentaires, il y a des gens qui parlent de coach. Moi, je ne suis pas contre le concept de coach, mais il y a un certain nombre de gens qui, en France, ont du mal avec ce mot parce qu'il vient du sport ou de l'entreprise et ils se demandent s'il est adapté au monde de l'éducation. Moi, j'aime bien le mot de mentor. Alors, il y a des gens qui pensent que c'est un mot qui vient du monde anglo-saxon. C'est un mot grec. Et mentor, c'était le mentor avec un M majuscule, c'était Monsieur Mentor, était le mentor de Télémaque. Et c'est celui qui l'a accompagné dans ses pérégrinations pour retrouver son père et qui était là pour l'accompagner. Et en fait, la légende nous dit que c'était Athéna, la déesse de la sagesse et de la science, qui s'était incarnée dans Mentor pour mieux accompagner Télémaque. Et donc, voilà, un mentor, le mentor idéal, disons, le mentor princeps, c'est quelqu'un qui essaye, par la science et la sagesse, d'accompagner les explorations de l'autre. Et il n'est pas là pour lui dire quoi faire, il est là pour s'assurer qu'il va pouvoir développer ses capacités du mieux possible. On est un petit peu, c'est le maître d'apprentissage en fait, en clair, mais c'est vrai que pour avoir longuement parlé, notamment des professionnels qui sont présents avec nous, ce terme de mentor se développe de plus en plus, cette idée se développe de plus en plus, moi j'y crois également, mais finalement c'est ce qu'on pourrait attendre d'un tuteur ou d'un maître d'apprentissage, on est d'accord? Oui, et je pense que en fait, on peut tous être mentor et ça s'apprend. Et il y a aussi ce qu'on appelle le reverse mentoring. Je trouve assez intéressant parce que le reverse mentoring, c'est l'idée que il y a des jeunes qui en fait en savent plus que nous sur un certain nombre de sujets. Par exemple, sur l'utilisation des outils numériques en période de crise, il y avait des jeunes qui étaient plus au fait qu'un certain nombre de leurs profs ou de leurs parents ou etc. Et cette capacité à apprendre, en fait, on voit bien que le mentorat n'est pas juste une question d'âge ou de diplôme ou autre. Et je vois parmi les questions qui sont posées aussi cette question de reconnaissance par l'institution. Est-ce qu'il faut attendre que l'institution crée un poste de mentor ou de coach ou de ce qu'on voudra est-ce qu'on attend que l'institution change la dénomination de l'inspection pour changer la manière dont on fait son inspection? Et on voit bien qu'il y a plein de gens qui sont déjà dans ces transformations. Mais c'est sûr que si l'institution accompagne la transformation, elle peut aller plus loin, elle peut être plus pertinente encore qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais je pense qu'il ne faut pas tout attendre de la rue de Grenelle
ou de l'institution. Et en même temps, il faut éventuellement démontrer, idéalement localement, que d'autres modèles sont possibles, les documenter, les partager et contribuer au débat pour que éventuellement un jour quelqu'un entende J'entends tout à fait. Effectivement, c'est l'enjeu, d'attendre du terrain également, de se mettre en synergie et de te proposer sans doute d'autres offres. Je vais terminer et j'encourage en fait tous les participants à poser leurs questions puisque nous allons avoir un quart d'heure. Monsieur Tadei accepte de prolonger d'un quart d'heure son intervention et je le remercie encore. Je voudrais juste, dans les 5 dernières minutes qui nous restent, aborder juste cette question. En fait, vous avez parlé d'alliance éducative. On avait beaucoup utilisé ce terme également quand on parlait de décrochage ou de lutte contre le décrochage scolaire, essayer effectivement de créer ces alliances éducatives au service justement de ces jeunes qui peuvent parfois décrocher et dont on sait finalement que l'école n'est pas la seule cause. Il y a énormément de freins périphériques qui en sont la cause. Et cet enjeu finalement d'ouvrir l'éducation nationale et la formation à toute la diversité du territoire. Le territoire est effectivement caractérisé par une multitude d'acteurs dans et hors l'école qui sont autant de facteurs d'apprenance. Ça, on ne l'a pas forcément reconnu et je crois que c'est en train de se développer, mais on peine encore, côté établissement, côté équipe pédagogique, à faire finalement en sorte que on puisse reconnaître qu'à côté de l'école, on apprend et que les compétences finalement peuvent être finalement développées en dehors. Deux philosophes français d'ailleurs, Michel Dussault et Bernard Stiegler, proposent pour l'un de relier l'expérience extrascolaire locale à la pratique scolaire et pour l'autre de faire du territoire un laboratoire au service d'une population. Est-ce que ces éléments, justement, vont dans le sens de ce que vous nous dites? Est-ce que vous partagez cette vision-là du territoire? Oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a un proverbe africain qui résume assez bien cette notion qui dit il faut un village pour élever un enfant. Je pense qu'aujourd'hui, il faut un village planétaire pour élever les enfants du monde. Et ce qu'il faut, c'est comprendre en fait pourquoi les jeunes décrochent ou pourquoi est-ce qu'ils ont tout un tas de difficultés. Il faut savoir se mettre à leur place. Une bonne partie des meilleurs enseignants sont des gens qui ont été à un moment donné ou à un autre en échec. Et qui ont compris que ce qui comptait, c'était pas d'être en échec, c'était d'aider la personne à trouver le déclic qui va l'aider à avancer à partir de là. Donc ça, c'est un premier point. Mais à propos de... Je me permets de montrer ce livre que je viens de recevoir et que je recommande à tous ceux d'entre vous qui voudront le lire, qui s'appelle Adverse Childhood Experience. Et c'est un livre où il y a si vous lisez la littérature, il y a pas mal de choses en anglais, malheureusement très peu en français, si ce n'est une page Wikipédia qui a été assez bien faite parce qu'elle traduit tout ce qui existait en anglais. Mais les enfants vivent pour beaucoup et c'est jusqu'à 2/3 des enfants dans les pays où on a mesuré, en France on n'a pas mesuré, comme ça on est tranquille, vivent des traumatismes. Et des fois des traumatismes non seulement répétés mais de nature différente. Et ils ont défini une dizaine de traumatismes et il y a 15%, une douzaine de pourcents des enfants qui peuvent vivre 4 traumatismes et plus. Et donc ces traumatismes, en fait, quand vous avez été traumatisé, et ben en fait l'école n'a pas de sens si elle vous aide pas à dépasser ces traumatismes. Et donc vous êtes pas du tout, vous n'arrivez pas à trouver de sens dans ce que vous vivez. Et j'insiste sur ce point parce que déjà les chiffres sont assez effrayants avant, mais la crise que l'on vit en Chine où ils ont un peu plus de recul que nous, ils ont montré qu'il y avait 10 fois plus d'enfants qui avaient des difficultés psychologiques qu'avant la crise. Et donc, le traumatisme, peut-être que c'est 100% des enfants qui l'ont connu d'une manière ou d'une autre en ce moment, même si certains ont probablement mieux vécu que d'autres. Mais ces traumatismes peuvent s'amplifier. Et ce qui est intéressant dans ces études anglo-saxonnes ou scandinaves qui ont été faites, c'est que c'est pas une fatalité. C'est vrai que quand on a vécu les traumatismes, on risque de les imposer à ses propres enfants ou à son entourage. Mais si on prend du recul, si on est accompagné, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut être accompagné par plein de gens. On peut être accompagné par des éducateurs, donc c'est le rôle des profs, ou ça peut être d'autres types d'éducateurs, mais on peut aussi être accompagné par des médecins, par des infirmières, par tout un tas de gens. Et donc, je pense que, en fait, ce dont on a besoin de travailler, c'est la capacité à prendre soin de soi, des autres et de la planète. Et je pense que l'école devrait être un lieu où on apprend à prendre soin de soi.
où on C'est apprend. purement de l'altruisme, de l'empathie, mais je l'utilise à Oui, mais dessein c'est parce aussi de que l'auto-empathie. Donc, c'est pas oui, que, enfin, c'est oui, c'est aussi oui, prendre oui, soin de oui, soi. j'entends. Effectivement, mais effectivement, pour bien prendre soin de soi, à un moment donné, on a besoin de se tourner vers les autres. Et la meilleure, c'est Gandhi qui le disait remarquablement, il disait, la meilleure manière de trouver du sens, c'est de se perdre au service des autres. J'entends tout à fait parce que ce sont des termes en fait. Enfin moi, en fait, depuis quelques mois, voire depuis plusieurs mois, j'utilise le terme pour définir le campus, pour essayer de le définir. J'utilise le terme d'altruisme, de faiseur d'ensemble, de travailler, enfin d'ensemble et autrement. Plaisir, pardon, autrement et plaisir. L'altruisme, finalement, c'est un terme que je vois effectivement comme un élément clé qui ne m'apparaissait pas forcément au début. Et ce que je constate finalement dans votre intervention, et on va peut-être finir là pour pouvoir peut-être laisser la place sur le quart d'heure qui nous reste aux questions qui ont été posées, c'est que je vois finalement une personne extrêmement humaine, particulièrement humble, mais extrêmement humaine, qui revient, je dirais, sur des valeurs essentielles, qui ne se perd pas finalement dans des conjonctures, dans des postures, etc. Et si j'avais moi finalement ce que je constate, mais avec grand plaisir, c'est que c'est ça finalement cette leçon-là que vous nous faites dans cette intervention. Oui, et puis pour essayer de rebondir aussi sur une partie et commencer à répondre aux questions qui Oui, arrivent, merci. les gens parlent de compagnonnage. Et effectivement, les compagnons, moi, quand j'ai préparé le rapport qui incluait des trucs sur la formation continue, j'avais demandé à un certain nombre d'acteurs de me dire quelles étaient les modalités de formation continue les plus innovantes, et on m'a répondu allez voir les compagnons. D'aller voir les compagnons. Alors c'est drôle parce qu'ils ont inventé ça au Moyen Âge, donc, mais c'est très performant parce qu'ils réfléchissent à cette notion de compagnonnage, ils réfléchissent à la notion de métier, ils réfléchissent à la notion d'apprentissage, et ils y réfléchissent en permanence et en collectif interprofessionnel. Très bien. Alors, Euh, pardon, allez-y, je vous en et prie. pour faire un autre écho à une partie de ce qui est dit dans le chat, il y a les réseaux d'échange réciproque de savoir, et je Oui, pense que c'est effectivement très intéressant parce que c'est les trois principes pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout le monde sait quelque chose, personne ne sait tout, et donc on a tous à gagner les uns des autres. Et moi je rajoute, quand on est confronté à l'inconnu, euh, personne n'a la solution, mais chacun a peut-être une brique de solution, et on peut peut-être faire ensemble des choses. Et pour aller un peu plus loin encore, je pense qu'on peut créer des réseaux d'échange réciproque de savoir et de soins. C'est-à-dire prendre soin des autres quand ils ont des moments de vulnérabilité, c'est pouvoir bénéficier de leur aide quand, à un moment donné ou à un autre, on n'est pas au mieux. Et un jour ou l'autre, il n'y a pas de super-héros dans l'espèce humaine, on a tous des moments de vulnérabilité. On est tous nés vulnérables, on mourra tous vulnérables, et entre-temps, ça nous arrive bien souvent d'avoir des moments de vulnérabilité. Et en fait, c'est une force de se savoir vulnérable et de se savoir capable d'humanité et capable d'être pour le coup plus ouvert aux autres, parce que accepter sa vulnérabilité, c'est accepter qui on est, et c'est mieux pouvoir prendre soin de soi, des autres et de la planète. Et donc je pense que on a besoin de ça, et le mythe du super-héros hyper compétitif qui exploite les autres parce qu'il est autonome et il saurait tout faire tout seul, ça n'existe pas. d'accord. Pierre-Yves, parce que c'est Pierre-Yves Pérez qui a posé la question, parce qu'il connaît très bien effectivement ce principe de réseau. Tu voudrais peut-être ajouter quelque chose ou intervenir de manière très courte? Oui, merci beaucoup. On a tenté un certain nombre d'expérimentations, effectivement, y compris dans des collèges dans les quartiers nord de Marseille. Et l'idée, c'était de partir du point que un élève comprend mieux une notion s'il se met à l'expliquer à un de ses camarades. Et d'ailleurs, on avait relevé aussi ce qu'on appelle la pédagogie par sympathie. Quand une notion est expliquée euh, à un élève par un autre élève, un père, il y a, même s'il n'a aucune notion pédagogique, il entend mieux ce qui est dit parce que c'est son copain, quoi, en fait. Hein. C'est un petit peu l'idée de la pédagogie par sympathie et de la pédagogie réflexive, c'est-à-dire que quand j'explique quelque chose à quelqu'un, eh ben, je dois l'objectiver, je dois l'expliciter, et la notion, j'acquiers mieux la notion. Enfin, c'est un petit peu cette idée aussi, au-delà de l'aspect entraide et altruisme. Merci.
Je suis entièrement d'accord et je suis ravi de voir que vous faites ce genre de choses. Et moi, et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui pose la question sur les classes mutuelles ou l'école mutuelle ou les Oui. classes renversées. C'est effectivement autant d'exemples qui montrent que si on sort du modèle classique où il n'y a qu'un seul sachant dans la classe et qu'on va vers des communautés apprenantes et des réseaux d'apprentissage croisés, se développent tout un tas de compétences, y compris les compétences d'expression orale, par exemple. Et cette capacité à transmettre est une des meilleures manières, donc non seulement en bénéficie celui qui a reçu, mais aussi celui qui a transmis, parce que reformuler l'a aidé à ancrer son savoir et à éventuellement le voir sous d'autres angles, parce que l'autre va lui poser une question et ça va l'aider à avoir envie de creuser le sujet. Je voudrais peut-être reprendre une question qui a été posée par un collègue professionnel, directeur d'une banque à Marseille, qui dit justement en tant que manager, comment engager les équipes à apprendre si elles ne le souhaitent pas ou si elles n'ont pas envie dans leur milieu professionnel. Est-ce que très concrètement, voilà, c'est pas forcément évident pour vous de répondre, mais vous avez sans doute été sollicité, enfin du moins questionné sur ces éléments-là. J'imagine qu'il n'y a pas de levier et de recette miracle, mais quand on est manager d'une équipe et que finalement peut-être on est confronté à voilà pas une paresse intellectuelle, mais bon, est-ce qu'on peut peut-être agir sur quelques leviers? Oui, c'est une bonne question. Et il y avait une question aussi que j'ai vu passer tout à l'heure qui allait un peu dans ce sens-là, qui est est-ce qu'il ne faut pas la première formation, c'est la formation au changement. Et je pense que, en fait, la difficulté, souvent, c'est que si on est dans une position de surplomb par rapport à ça, il peut y avoir tout un tas de blocages qui peuvent se comprendre à cause de la relation de défiance que je décrivais tout à l'heure. Et en fait, il y a eu un certain nombre d'études psychologiques qui illustrent bien les difficultés de se mettre dans une position de changement et donc une capacité à apprendre individuellement ou collectivement. Et donc, ce qui compte, c'est d'être dans un environnement qui est plus bienveillant parce qu'en fait, c'est forcément une remise en cause, un changement. C'est une remise en cause de qui on était, de qui on est et de comment on s'imagine pouvoir être ou continuer à être par la suite. Ce que je vous recommande pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à ces questions, c'est la lecture d'un petit ouvrage de Louis-Ferdinand Céline qui s'appelle sa thèse de médecine où il raconte la vie de Semmelweis. Et Semmelweis, c'est le premier médecin à avoir dit quand vous sortez d'une salle d'autopsie, que vous rentrez dans une salle d'accouchement, entre les deux, on vous invite à vous laver les mains. Donc c'est un changement de comportement qui paraît assez évident aujourd'hui, mais qui à l'époque n'avait rien d'évident. Et c'était tellement peu évident qu'aucun de ses collègues ne l'a cru, et que le seul de ses collègues qui l'a cru s'est suicidé. Et celui qui l'a cru, en fait, il avait accouché sa nièce préférée après avoir fait une autopsie le matin, il l'a contaminée et elle est morte de fièvre puerpérale, qui était ce que Semmelweis essayait de combattre. Et les femmes de Vienne, où il était, avaient compris ça, parce qu'elles ne voulaient pas aller être accouchées par des médecins, elles voulaient être accouchées par des sages-femmes, qui n'avaient pas le droit de faire des autopsies et qui donc ne transmettaient pas ce genre de maladie. Et Semmelweis avait compris ça, mais en fait, quand il disait si vous vous lavez les mains, vous sauverez des vies, la contraposée logique, c'est pendant des années, on ne s'est pas lavé les mains et donc on a des morts sur la conscience. Donc le seul qui l'a cru savait qu'il avait des morts sur la conscience et donc s'est suicidé. Et donc, si on veut pas, on voit bien que la réticence au changement, c'est si vous dites aux gens, eh ben en fait, tu sais quoi, si tu faisais les cours autrement, tes élèves seraient peut-être plus heureux, ils apprendraient mieux, ils seraient plus créatifs et la vie serait plus belle. Ben, c'est pas super sympa parce que ça veut dire que pendant des années, ils n'ont pas été à la hauteur des enjeux. Et puis, par certains côtés, Socrate qui questionnait ses concitoyens. Lui, on l'a forcé au suicide. Donc voilà. Donc, et Semmelweis, il a fini dans un hôpital psychiatrique. Donc, si on ne veut pas prêcher dans le désert ou avoir un certain nombre de difficultés avec ses collègues ou leur provoquer des problèmes, il faut prendre le problème un peu différemment. Et donc je pense qu'il faut le faire de plusieurs manières. Moi, la manière dont j'essaie de le dire, c'est peut-être que le système était parfait jusqu'à hier, mais
pour demain, déjà aujourd'hui, avec le Covid, avec le changement climatique, on voit bien que ça passe plus. Il y a trop de décrochage, il y a trop de souffrance. Et donc, il faut essayer autre chose. Et donc, ce qui compte, c'est ce qu'on va faire demain. Et en fait, qu'est-ce que vous avez commencé à faire déjà aujourd'hui? Peut-être que vous pouvez célébrer ce que vous avez appris dans la période. Donc, je pense que si on cherche à motiver ses collègues ou des équipes dont on a la responsabilité, leur demander, mais en fait, vous avez fait comment? Comment vous avez vécu cette période? Qu'est-ce que vous avez appris de cette période? Et si on mutualisait tout ce qu'on a appris? Et si peut-être qu'en mutualisant tout ce qu'on a appris, on apprendrait encore plus et que ça nous permettrait d'être encore plus résilients collectivement pour faire face aux défis de la rentrée prochaine, qui n'ont absolument rien d'évident. Et puis aux défis des rentrées qui viennent, parce que le Covid est là pour durer, parce que le climat est là pour empirer, parce qu'il y a tout un tas de sujets. La crise économique va être telle que nos élèves ont besoin d'être encore mieux préparés, et peut-être à des métiers qui n'existent pas encore. Et il va falloir se remettre en cause. Mais si on se met d'accord sur les défis qu'on a devant soi, et sur le fait que... Et moi, il y a un proverbe chinois que j'aime bien, enfin, il y a pas mal d'inspiration asiatique, mais... Ils ont un proverbe où ils disent chaque grand voyage commence par un premier pas. Et donc, c'est faire prendre conscience à tout le monde qu'on a tous déjà fait un premier pas. On a tous déjà relevé un défi. Et donc, évidemment, on a des nouveaux défis devant nous. Mais que si on s'y met tous ensemble, on a une chance d'y arriver. Mais ce n'est pas de dire aux autres vraiment, toi, tu n'as pas bougé, tu n'as rien foutu, tu as décroché. Il y a des profs qui ont décroché dans cette période. Mais il y a aussi des choses extraordinaires qui ont été faites, justement, et qu'il faudra mettre en valeur, effectivement. Si on fait des choses extraordinaires, deviennent les nouveaux héros et que les autres soient les moins que rien. Il faut être dans une perspective de mutualisation et de qu'est-ce qu'on peut faire pour relever ensemble les défis. Donc, c'est un effet d'entraînement, finalement. C'est effectivement de trouver ce levier d'entraînement pour faire adhérer autour de ces valeurs-là et autour, sans doute, des expériences déjà accumulées, des compétences développées. Et voilà, c'est effectivement cet élément-là important. Je regarde l'heure parce qu'effectivement, il est 56, il nous reste 4 minutes par rapport au temps que vous aviez donné. Je regarde également là s'il y a des questions éventuellement. Moi, tout simplement, je vais vous laisser la parole de la fin. Voilà, peut-être le mot de la fin. Peut-être, bon, bien entendu, je vous remercie énormément parce que je mesure que nos précédents échanges, et j'ai essayé de les limiter parce que je savais votre emploi du temps et combien il était chargé. Donc vraiment, je vous remercie pour ce temps. J'espère, bien entendu, je sais votre emploi du temps, mais j'espère que nous aurons l'occasion peut-être de croiser notre route et de faire en sorte que on puisse s'inspirer encore de vos idées, parce que dans la conception justement de ce campus ou de cet écosystème ou de ces territoires un petit peu apprenants qu'on essaye modestement d'impulser, mais finalement il y en a autant que de personnes présentes ici, d'établissements présents. On pourra finalement compter sur vous. Alors peut-être voilà sur des étapes peut-être clés, bien entendu, je l'espère. Mais sinon, écoutez, merci encore de tout ce que vous nous avez apporté. Et puis je vous laisse tout simplement le mot de la fin, peut-être les derniers conseils ou peut-être même votre ressentiment finalement suite à ce webinaire. Moi, je pense qu'en fait, vous n'avez pas besoin de moi, fondamentalement. C'est-à-dire que quand je vois ce que vous avez résumé en introduction et l'ensemble des points qui ont été évoqués par votre collectif, je pense qu'il y a suffisamment d'intelligence collective dans la communauté que vous représentez. Et encore, je suis sûr qu'il n'y a pas tout le monde et qu'il y en a d'autres encore ailleurs. Je pense qu'en fait, vous avez déjà les briques de solution. Ce qu'il faut, c'est les assembler, c'est essayer de se demander comment est-ce qu'elles peuvent ensemble peut-être faire encore plus de sens que chacun de ces projets pris séparément. Effectivement, parmi les dernières questions que j'ai vues, il y a tout un tas de questions sur la curiosité et le questionnement. C'est pour moi effectivement à la base de tout. Et j'avoue que je le dis assez souvent, vous m'avez peut-être déjà entendu le dire, donc je m'excuse pour ceux qui l'auront déjà entendu, mais moi je pense que je ne me serais pas intéressé à l'éducation si un jour la maîtresse de mon fils m'avait pas dit « il est charmant cet enfant, mais il pose des questions ». Et j'avoue que j'ai été un peu surpris
j'ai failli lui dire que c'était une maladie génétique dans la famille et que heureusement, l'État avait créé des postes pour des gens qui avaient ce genre de pathologie, qu'on appelait ça la recherche. Mais en fait, je suis fondamentalement inquiet en fait, d'une société qui ne permet pas le questionnement. Et donc c'est pour ça que, et l'expression des difficultés, c'est pour ça que ce devoir de réserve, je pense que qu'à la limite les militaires l'aient pour des raisons de sécurité nationale, je peux comprendre, mais qu'il y a un devoir de réserve dans l'éducation, j'avoue que je ne comprends pas. Il devrait y avoir un devoir de questionnement, chez les élèves, chez les profs, chez tout le monde. Que ce questionnement soit constructif, positif, qu'il ne soit pas agressif, qu'on apprenne, on a parlé de bienveillance, on a parlé de tout un tas de choses, mais je crois qu'on a besoin de faire ça. J'ai l'impression que le collectif que vous représentez fait partie de ces collectifs qui ont toutes ces qualités, donc je ne suis pas très inquiet pour vous, je suis plus inquiet pour un système qui, s'il ne sait pas évoluer, va avoir beaucoup de problèmes. Et donc, comment est-ce qu'on accompagne non seulement les pionniers que vous représentez, mais aussi les autres. Et c'est, je pense, fondamentalement en étant un lieu ouvert. Et effectivement, je lis les commentaires au fur et à mesure. Et c'est vrai que les militaires ont compris un certain nombre de choses, en particulier que, par exemple, les guerres demandent toujours plus de réactivité, donc il faut laisser de l'autonomie aux acteurs sur le terrain. Et donc ce besoin de questionnement, d'ouverture et de compréhension de sens me semble absolument essentiel. Et ce que je ne comprends pas, c'est que, par exemple, la question du sens n'est pas au cœur du système éducatif. On n'est pas invité à se questionner sur ce qui fait du sens dans ses apprentissages ou dans son métier, dans un lieu comme l'école. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu la pyramide de Maslow, par exemple, oui, bien sûr. Entre les besoins physiologiques et puis les plus hautes aspirations des êtres humains. Combien de ces dimensions sont prises en compte dans l'école ? Et en fait, l'école, ou l'université d'ailleurs, cible la partie essentiellement académique et cognitive. Mais si vous n'êtes pas bien, si vous n'avez pas de sécurité, si vous n'avez pas mangé, eh ben, vous allez avoir du mal à apprendre. Et inversement, si on ne vous tire pas vers le haut, si on ne vous invite pas à être créatif, à faire des choses qui ont du sens, etc., eh ben, vous allez forcément vous ennuyer. Et donc, je pense qu'on a besoin d'intégrer ces différentes dimensions et d'être beaucoup plus dans la co-construction avec les jeunes eux-mêmes. Et donc, moi, un des sujets sur lesquels je travaille beaucoup en ce moment, c'est les droits de l'enfant, ou les droits de l'apprenant plus généralement. Et je pense que l'OMS et l'UNICEF ont écrit un très beau rapport, je crois qu'il est en train d'être traduit en français, mais pour ceux d'entre vous qui lisez l'anglais, il a été publié, et il dit on vit dans un monde dans lequel l'espérance de vie de nos enfants va diminuer à cause du climat, à cause de la pollution, etc. Et si on n'est pas capable de transformer la société, alors les enfants iront dans le mur. Mais pour changer la société, il faut changer l'école. Et donc, il faut créer une école dans laquelle on apprenne à relever ces défis et on apprenne à prendre soin de soi, des autres et de la planète. Et on apprenne à... Et ce qui est étonnant, c'est que dans les droits des enfants, il y a un droit qui n'existe pas, qui est le droit de demander de nouveaux droits. Et nous, on a fait des serments tous les droits et c'est extrêmement important. Bon, je n'ai pas le temps de répondre à toutes les questions qui arrivent encore maintenant, mais comment on déclare la paix, c'est très beau. Et voilà, il y a des paroles d'enfants qui sont essentielles. Et je suis d'accord pour dire qu'imposer à tout le monde la même chose, ça n'a pas de sens. Peut-être que je finirai sur une anecdote de ce genre. Il y a un livre qui doit s'appeler The End of Average. L'élève moyen n'existe pas. Mais ceux qui s'en sont les premiers rendus compte, on parlait des militaires à l'instant, c'est les militaires de US Air Force. Ils avaient des accidents d'avion après la Deuxième Guerre mondiale et ils essayaient de comprendre. Et en fait, ils se sont rendus compte que les pilotes n'étaient pas forcément adaptés au cockpit. Et ils ont mesuré tous les pilotes sur 10 ou 20 mesures et la taille des bras, la taille des jambes, etc. Et puis, ils se sont rendus compte que, en fait, sur les 4000 pilotes d'élite qu'ils avaient, il n'y en avait aucun qui était le pilote moyen. Il n'y avait personne qui était moyen sur les 10 ou 20 critères. Et donc, en fait, l'élève moyen ou le corps moyen, le pilote moyen, ça n'existe pas. On n'a que des êtres humains qui sont tous différents de plein de manières.
Et ce qu'il faut, c'est les accepter dans leurs différences. Donc, ce qu'a fait l'US Air Force, c'est qu'ils ont fait des cockpits où on peut adapter à la taille des bras et à la taille des jambes, et on peut régler son fauteuil. Et si, quand vous rentrez dans votre voiture, vous pouvez faire tout un tas de réglages, c'est grâce à ce genre de choses. On est au cœur de l'individualisation et de la personnalisation des parcours, effectivement, ces enjeux-là au niveau du monde éducatif. Bon, écoutez, merci. Merci beaucoup. Ce mot de son fils là, sur comment on déclare la paix. Voilà, comment est-ce qu'on déclare le droit des enfants à s'exprimer et à nous aider à penser d'autres possibles. Merci encore beaucoup, Monsieur Tadei. Au plaisir de vous revoir ou de vous croiser. Merci encore. Merci à vous. Au revoir. J'espère que ce webinaire moi, ça m'a... C'était un bon moment. J'espère qu'il a été partagé. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Ne pas hésiter. C'était vraiment passionnant. Hein. Personnellement, je suis reboostée. Un grand merci à vous. Non, mais l'enjeu, enfin, vous avez bien compris que l'enjeu, là, c'est réellement, on est à un carrefour. Alors, bien entendu qu'il va y avoir des dynamiques qui vont se créer dans chacun des territoires, dans chacun des établissements. Alors, nous, on pense qu'il y a réellement un enjeu au niveau d'un territoire un peu plus large, au niveau de la région. Et c'est vrai que là, on peut dépasser, et on peut entraîner. Et il y a une phrase un commentaire justement d'une participante qui a écrit « On se sent moins seul ». Moi, c'est ce que je retrouve finalement. Je côtoie beaucoup de monde comme vous et c'est souvent le sentiment finalement qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été peut-être un peu endormis par le système et qui finalement ce dont on est en train de parler peut leur donner effectivement de l'espérance ou du moins envie de changer. Je ne sais pas si vous voulez réagir, ne pas hésiter. Alors, on va pas passer la soirée complète, quoique, mais voilà, n'hésitez pas si vous voulez réagir.